Bien, on va maintenant parler de la cardiomyopathie hypertrophique obstructive, une maladie compliquée que je vais essayer de vous résumer simplement. On a ici à Pompidou un centre de référence pour ces cardiomyopathies. Alors, qu'est-ce que c'est que la cardiopathie hypertrophique obstructive? C'est une maladie qui entraîne un épaississement d'une des parois du cœur qu'on appelle le septum, que vous voyez ici au milieu, marqué d'un S, qui sépare le ventricule droit du ventricule gauche, les cavités cardiaques, au fond. Et la suivante, et vous voyez donc cet épaississement, cette paroi plus épaisse, fait saillie dans la cavité ventriculaire, ça colle un peu à la valve qui est dans la cavité, qu'on appelle la valve mitrale, et cet accolement va gêner l'éjection du sang. C'est pour ça qu'on parle d'obstruction, maladie du muscle, parce que le muscle est épais, hypertrophique, puisqu'il est épais, et obstructif, parce qu'il y a potentiellement une obstruction, une gêne à la circulation du sang. Donc il y a moins de sang qui est éjecté, ça définit l'insuffisance cardiaque. C'est une insuffisance cardiaque très particulière, parce que vous allez voir qu'elle est réversible, au contraire de toutes les autres insuffisances cardiaques. Alors, voilà ce que ça donne, c'est à l'échographie en général, bon, c'est un peu trop de lumière, mais c'est à l'échographie en général qu'on fait le diagnostic, en voyant cette paroi épaissie, c'est pas très grave. Pas très grave, cette paroi épaissie, enfin, peu importe. Et d'autre part, on peut aussi en échographie voir la valve qui vient s'accoler contre la paroi du cœur et créer cette gêne à la circulation du sang, cette obstruction. Donc c'est l'échographie qui fait le diagnostic de la maladie. Cette maladie est relativement fréquente. On a cru qu'elle était très rare, d'ailleurs c'est un centre de cardiomyopathie rare, mais en fait elle est fréquente, ça touche 1 sur 500 dans la population adulte générale, et peut-être même jusqu'à 1 sur 250. Ça veut dire que dans votre immeuble, il y a quelqu'un qui a une cardiomyopathie hypertrophique, et il y en a dans l'amphithéâtre quand il est plein, etc., etc. Donc c'est une maladie fréquente et qui a la particularité de toucher tous les âges de la vie, les hommes comme les femmes, dans tous les pays du monde, et on a donc des patients jeunes qui ont cette maladie. Le chat que vous voyez là, les chats, ont très souvent des cardiomyopathies hypertrophiques. Et en fait, quand vous les voyez essoufflés, qui commencent à dépérir, c'est qu'ils ont cette maladie-là, c'est très fréquent chez le chat, bien plus même que chez l'homme, bien sûr. C'est une maladie génétique, c'est-à-dire au fond, c'est un gène anormal qui va faire que la protéine dans le muscle cardiaque est anormale et ça va entraîner cet épaississement du cœur. Et on a décrit plein d'anomalies de gènes qui peuvent donner cette maladie-là. Ce sont des gènes qui sont sur la fibre musculaire cardiaque, qui codent pour les protéines de la fibre. Comme c'est génétique, c'est héréditaire potentiellement, c'est-à-dire que ça peut être transmis aux enfants et c'est transmis avec une chance sur 2 de transmettre le gène anormal. Et quand on a un gène anormal, on exprime la maladie, mais pas toujours. D'abord, elle s'exprime avec le temps, c'est-à-dire que tout petit, en général, vous ne l'avez pas, puis ça s'exprime avec la croissance. Et puis, deuxièmement, tout le monde qui a le gène n'a pas forcément la maladie. Il y a 30% de porteurs qu'on appelle sains en France, c'est-à-dire qui n'expriment jamais la maladie. C'est donc aussi une maladie familiale, c'est-à-dire que quand on trouve un patient qui a cette maladie-là, eh bien, il faut chercher dans la famille, par des échographies, par des tests génétiques, si d'autres personnes dans la famille, les enfants, les frères et sœurs, les parents, ont la maladie. La suivante. Alors, les symptômes de cette maladie sont très variants et absolument pas spécifiques. D'abord, dans la moitié des cas, il n'y a pas de symptômes. C'est-à-dire que les gens ne se plaignent de rien. Ils sont pas essoufflés, ils ne se plaignent de rien, c'est lors d'un électrocardiogramme systématique, une imagerie qu'on fait pour autre chose, qu'on va trouver. Le plus souvent, quand il y a des symptômes, c'est l'essoufflement à l'effort, comme pour l'assurance cardiaque classique. On fait un effort, on monte les escaliers, on est obligé de s'arrêter parce qu'on manque d'air. Parfois, il y a des palpitations, des douleurs dans la poitrine, des malaises, parfois des syncopes même, notamment à l'effort. Et puis, il y a des gens qui font des complications. Quelles sont les complications? C'est l'accident vasculaire cérébral, même chez les jeunes, parce qu'ils font de l'arythmie. Ils entraînent des caillots dans le cœur qui va partir dans une artère du cerveau. Une infection d'une valve, ou encore de l'insuffisance cardiaque sévère. Plus que l'essoufflement à l'effort, c'est des gens qui sont très essoufflés quand les gens qui vont, etc. Et puis surtout, ça peut donner des morts subites, qui sont relativement rares, parce que c'est moins de 1% patients suivis par an. C'est relativement rare, mais ça existe, et c'est surtout la cause la plus fréquente de mort subite de l'athlète de haut niveau. Souvenez-vous de du footballeur qui est mort sur un stade français en faisant du football. Et c'est aussi la cause la plus fréquente de mort subite du sujet jeune en général. Et enfin, il faut savoir que certes, il y a des complications, mais elles sont rares, et l'espérance de vie est le plus souvent bonne, et on peut vivre âgé dans pratiquement 90% des cas. Et on a un exemple récent, puisqu'il y a eu un journaliste animateur très connu, qui a une émission du dimanche, qui a écrit un livre là-dessus, et il est relativement âgé, sans aucun problème, bien sûr. Alors, quand on examine les gens, soit on trouve rien, soit on trouve un souffle au cœur qui correspond à la gêne à la circulation du sang, soit l'électrocardiogramme est anormal. Si on fait l'échographie, on peut trouver dans cet épaississement de la paroi. On fait des tests d'effort qui peuvent entraîner des malaises, on fait des holters, des petites boîtes par 24 heures qui enregistrent le cœur, qui peuvent enregistrer de l'arythmie, potentiellement source de mort subite.
On peut faire aussi des tests biologiques, et notamment des tests génétiques. Tests génétiques qui sont faits tout simplement par une prise de sang. C'est très encadré en France. Il y a un cadre légal qui fait que, avant de faire un test, il faut voir un généticien qui vous explique ce qui va se passer, qui vous explique les conséquences du résultat génétique. Il y a un psychologue qui est au moment du rendu du test. Bref, mais c'est une simple prise de sang au bout du compte, et qui doit être interprétée cependant avec intelligence, on va dire. C'est pas toutes les, parce qu'on peut proposer sur Internet de faire un test génétique. Encore faut-il interpréter ce test. Tout ce qu'on voit, toutes les mutations qu'on voit, ne sont pas forcément des mutations qui entraînent des maladies. La suivante. Alors, on a différents traitements. On a d'abord des traitements qui traitent cette gêne à l'éjection du sang, qui entraîne de l'essoufflement, cette insuffisance cardiaque. On a des médicaments. Ces médicaments, ils diminuent l'épaisseur lorsque le cœur se contracte. En fait, ils vont faire en sorte que le cœur se contracte moins, et donc cette zone épaissie, au lieu de grossir quand elle se contracte, comme le biceps quand vous faites ce mouvement-là, eh ben, il va grossir moins. Donc ça va moins gêner la circulation. On a la possibilité de créer un infarctus dans la zone épaissie, en mettant un petit cathéter dans une coronaire qui donne du sang dans cette zone épaissie, en la bouchant. Ça crée un infarctus qui amincit la parole. Un infarctus thérapeutique en quelque sorte. Et puis on a aussi des chirurgies, qui sont plus rares en fait, où le chirurgien va couper la zone épaisse qui fait saillie dans la cavité, libérant ainsi la bonne éjection et traitant donc cette obstruction. Le plus souvent, on se limite aux médicaments, il faut bien le dire. Et puis on a des traitements pour prévenir la mort subite. Comme on sait que la mort subite survient assez souvent dans des efforts de compétition, des efforts physiques importants, les efforts de sport de compétition sont exclus chez ces patients. Et puis, si on considère qu'il y a un risque élevé de faire un trouble du rythme cardiaque grave, on met ce qu'on appelle un défibrillateur, qui est une petite boîte qu'on met sous la peau, qui a une petite sonde, il est là, il surveille, s'il ne se passe rien, il ne fait rien, s'il enregistre un trouble du rythme, les gens commencent à se sentir pas bien, il envoie un choc électrique, il remet le cœur. Et puis, on a des thérapeutiques plus innovantes, on va dire. Alors, on a d'abord des thérapeutiques médicamenteuses qu'on teste aujourd'hui, des thérapeutiques qui ciblent l'anomalie moléculaire de la maladie. On teste ici, c'est des essais internationaux. On a la greffe cardiaque, qui intéresse certains de ces patients. Vous avez ici Liza Salzberg, qui est une jeune femme très sympathique, qui dirige HCMA, l'Association de cardiopathie hypertrophique aux États-Unis. Ce qu'elle tient dans sa main, c'est son cœur. Alors, vous savez, si on est aux États-Unis, il y a toujours un petit côté pub. Et voilà. Donc, cette dame a eu d'abord un défibrillateur, elle dirige l'association depuis très longtemps, on la connaît tous bien. Et là, elle était venue, elle a eu la greffe du cœur, parce que sa maladie s'était aggravée. À côté, ce que vous voyez, c'est Robert Roberts, qui est le plus grand anatomopathologiste aux États-Unis, qui est à la retraite, mais qui a examiné son cœur, qui l'a coupé en deux en l'occurrence, elle le montre. Vous voyez, son cœur a toute petite cavité, avec cet épaississement très important du cœur qui se cogne contre les valves et qui empêche le sang de circuler. Donc la transplantation cardiaque, ça existe, et puis on a éventuellement la thérapie génique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir manipuler les gènes de l'individu, éventuellement avant même que l'hypertrophie n'apparaisse, puisqu'on fait des enquêtes, on trouve des enfants qui ont le gène muté, on sait qu'ils vont faire des maladies parfois très graves comme l'ont fait leurs parents, et bien on pourra administrer ce gène muté par différentes thérapeutiques un peu compliquées, mais on pourra le faire, et il va remplacer le gène malade, fabriquer la bonne protéine, et peut-être éviter que la maladie n'arrive, et on a potentiellement un essai de thérapie génique qui va démarrer probablement ici, dans quelques mois. Voilà, merci de votre attention pour une maladie qui est assez fascinante, mais qu'on comprend mieux depuis très peu de temps.